Salut! Comme promis, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au rock et à ses relations avec les autres genres musicaux. Dans ma précédente vidéo, j'ai déjà pu aborder les relations qui se sont créées entre le rock et le rap. Comme tu le sais peut-être, de nos jours, seulement 1% environ des auditeurs écoutent du rock sur les plateformes de streaming. En fait, j'ai souhaité revenir en arrière, à partir des années 70, au temps où le rock était un genre musical en constante évolution, pour te parler des liens qu'il a noués, entre autres, avec la musique classique, les musiques électroniques et le reggae. Je me suis donné comme objectif d'analyser les enjeux créatifs de l'hybridation entre les genres musicaux, mais aussi quelles sont les limites et les problèmes soulevés par ce type de pratique. Allez, c'est parti! Déjà, pour commencer, je tiens à te préciser que lorsque j'emploie le terme musique classique, ça désigne en fait la musique savante occidentale. C'est un terme que j'emploie par souci de commodité. Ensuite, si tu ne le savais pas, bon nombre de musiciens rock sont en fait de grands amateurs de musique classique. Si, je t'assure, même si cela paraît peu évident au premier abord. Pour preuve, énormément de groupes de rock ont cité des extraits d'œuvres de compositeurs classiques dans leurs morceaux. Le tube A Whiter Shade of Pale de Procol Harum reprend le deuxième mouvement de la suite orchestrale numéro 3 en Ré majeur de Jean-Sébastien Bach. Tout au long de la courte pièce instrumentale Beck's Boléro du Jeff Beck Group, on peut entendre une rythmique inspirée par le célèbre boléro de Ravel. Au début de I Am Evil de Diamond Head, on reconnaît aisément Mars de Gustav Holst. Le groupe Deep Purple a énormément cité d'œuvres de compositeurs classiques. Dans l'album Shades of Deep Purple, il y a un morceau intitulé Prélude Happiness I'm So Glad, dans lequel on reconnaît l'opéra Scheherazade de Rimsky-Korsakov.
Dans l'album The Book of Taliesin, le titre River Deep Mountain High reprend Ainsi parlait Zarathustra de Strauss, tandis que le titre Exposition We Can Work It Out reprend le mouvement lent de la 7e symphonie de Beethoven en guise d'introduction, et comporte même des passages de Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Quant au titre The Noise Abatement Society Tape, il reprend l'ouverture de l'opéra Guillaume Tell de Rossini. Enfin, Matthew Bellamy, le compositeur du groupe Muse, a énormément plagié des lignes mélodiques et des progressions d'accords provenant de compositeurs tels que Chopin, Bach, Berlioz, Saint-Saëns, Tchaïkovski ou encore Rachmaninoff. Mais si tu veux en savoir plus à ce sujet, je te renvoie à une vidéo sur la chaîne de David Bennett Piano. Ce youtubeur répertorie toutes les chansons de Muse qui ont été inspirées par la musique classique, avec des exemples à l'appui. L'autre point qui a souvent rapproché le rock de la musique classique, c'est la virtuosité des instrumentistes. On considère d'ailleurs Paganini et Franz Liszt comme les premières rockstars de l'histoire de la musique. Parmi les virtuoses de la guitare, capables de jouer très vite des parties très complexes, on retrouve Eddie Van Halen, Yngwie Malmsteen, Ulrich Roth, Ritchie Blackmore, Randy Rhoads et Jason Baker. Ces guitaristes te citent volontiers Paganini comme modèle. And they said at the end of the program it was Nicola Paganini's 24 Caprices. And I just said, wow, if I could get any of that, the linear singing notes, arpeggios, all that stuff, if you put that in the guitar, that would be amazing. So once I heard that was it. I knew that's what I want to do. Parfois aussi, certains guitaristes reprennent en concert des compositeurs de musique classique. C'est dire, les mondes du rock et de la musique classique ont plus de points communs que tu ne le crois. Dans les années 70, les crossovers entre rock et musique classique sont dans l'air du temps. Beaucoup de groupes de rock s'y sont essayés et ont collaboré avec des orchestres symphoniques. Par exemple, pour un des titres de leur album The Wall, les Pink Floyd ont fait appel au New York Philharmonic et au chœur du New York City Opera. Les Beatles ont fait appel à David Mason, un trompettiste à l'orchestre de l'opéra de Covent Garden, pour l'enregistrement d'un solo dans la chanson Penny Lane. Procol Harum a collaboré avec un orchestre symphonique pour l'enregistrement d'un album. Le groupe The Moody Blues enregistre avec le London Festival Orchestra l'album concept Days of Future Past. Le guitariste virtuose Yngwie Malmsteen a performé et enregistré un concerto suite pour guitare et orchestre avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Enfin, le groupe Deep Purple a collaboré avec le Royal Philharmonic Orchestra pour l'enregistrement d'un album intitulé Concerto for Group and Orchestra, qui s'est tenu au prestigieux Royal Albert Hall. Évidemment, ma liste d'exemples est bien loin d'être exhaustive. Mais bon. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et voir en quoi les hybridations entre musique classique et rock ont donné lieu à toutes sortes d'expérimentations. En effet, certains groupes de rock et de métal vont s'affranchir de la traditionnelle forme couplet-refrain-couplet et s'inspirer des formes et procédés d'écriture employés dans la musique savante, pour créer des morceaux de rock atypiques. À la manière d'un poème symphonique ou d'une symphonie, l'album Atom Heart Mother des Pink Floyd comporte plusieurs groupes thématiques et se structure en plusieurs mouvements, tandis que le morceau Atom Heart Mother qui en est issu
est une suite de 6 mouvements durant au total près de 23 minutes. Le principe de la suite instrumentale baroque a aussi été repris par Jon Lord, l'organiste des Deep Purple, dans l'œuvre Gemini Suite, une suite instrumentale en 6 mouvements. Ou encore dans le Concerto Suite pour guitare électrique et orchestre Stingway Mastin, mêlant forme concertante et suite de pièces libres. Quant à la chanson Bohemian Rhapsody de Queen, elle aussi organisée en 6 parties, elle tend à se rapprocher de la Rhapsody comme son titre l'indique. Cela nous renvoie encore à la musique classique, dans laquelle la Rhapsody désigne une composition de styles et de formes très libres qui enchaînent des thèmes sans vraiment les organiser. Par ailleurs, on y retrouve les mêmes ingrédients que dans les chœurs d'opéra, à savoir l'écriture parallèle et l'enchevêtrement entre les voix, les jeux de questions-réponses, tandis que l'amplification sonore du chœur nous donne l'illusion d'une chorale. Ce passage chanté prend des allures d'opéra bouffe, on dirait presque une parodie d'opéra. Dans l'album A Day at the Races du même groupe, il existe un titre intitulé The Millionaire Waltz, dont l'accompagnement est décrit de la même manière qu'une valse classique. Parfois aussi, les groupes de rock vont s'essayer à des formes plus complexes, comme celle du concerto, de la sonate, voire même de la fugue. Par exemple, l'album Concerto for Group and Orchestra de Deep Purple s'inspire des formes de la symphonie concertante et du concerto grosso, dans lesquelles le groupe s'oppose à l'orchestre, dans une structure à 3 mouvements, à savoir rapide, lent, rapide. Toujours du même groupe, le morceau April de Deep Purple est divisé en 3 parties et s'apparente à une forme sonate, car la 3e partie réexpose le matériau thématique exposé dans la première partie. Le morceau I Am Hell du groupe de métal Machine Head est structuré exactement de la même manière. Certains morceaux de rock ont aussi utilisé la technique du contrepoint et se sont inspirés de Jean-Sébastien Bach. Le contrepoint est un procédé d'écriture très complexe dans lequel plusieurs lignes mélodiques se superposent selon des règles très strictes. Un thème musical appelé sujet est introduit puis imité par d'autres voix ou instruments. Le sujet est souvent accompagné d'un thème contrasté appelé contre-sujet. Cette imitation entre les parties crée une impression de dialogue entre les différentes voix. Parmi les morceaux de rock qui ont utilisé cette technique d'écriture, citons God Only Knows des Beach Boys, Supermassive Black Hole de Muse, For No One des Beatles, qui introduit un solo de corps en contrepoint dans le dernier couplet, ainsi que le morceau Paranoid Android de Radiohead, divisé en 3 sections bien distinctes et dont la 3e section comporte une polyphonie vocale utilisant la technique du contrepoint afin d'exprimer le chaos émotionnel du narrateur. D'autres morceaux de rock se sont inspirés d'œuvres de Jean-Sébastien Bach. Par exemple, dans In My Life des Beatles, il y a un passage solo de clavecin écrit et interprété par George Martin et s'inspirant des inventions à 2 voix de Jean-Sébastien Bach. Et dans Knife Edge du groupe Emerson, Lake & Palmer, il y a un passage qui ressemble beaucoup à la suite française numéro 1 en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Enfin, le rock progressif va de pair avec l'apparition et le développement des albums concept. Citons comme exemple Days of Future Past des Moody Blues, Tales for Topographic Oceans des Yes, The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis ou encore Sick as a Brick de Jethro Tull. Même si tous les albums concept ne sont pas des opéras rock, on peut considérer que leur structure s'inspire de celle de l'opéra dans la mesure où, contrairement aux albums de rock traditionnels, dans lesquels les chansons existent indépendamment les unes des autres, les albums concept relient les chansons entre elles par une idée commune, une intrigue ou un thème, et nous racontent des histoires. Parmi les albums concept qui ont donné naissance à des opéras rock, on peut citer Tommy et Quadrophenia des Who, The Wall des Pink Floyd, ou encore A Night at the Opera de Queen. Sinon, à part ça, il ne faut pas oublier que le producteur Phil Spector s'est inspiré de l'orchestration des opéras de Richard Wagner pour l'invention de son fameux concept, le mur de son. J'ai une approche wagnérienne du rock'n'roll. Concrètement, ce procédé consiste à enregistrer une version avec un grand nombre d'instruments acoustiques et électroniques avec seulement quelques micros, puis à réenregistrer cette même version dans une chambre d'écho, selon une technique appelée overdubbing. Certains instruments sont alors doublés, voire triplés. Dans le mix final, cela donne la même puissance qu'un orchestre symphonique. Phil Spector qualifiait même ces tubes de symphonie de poche pour adolescents.
En ce qui concerne la syntaxe musicale, un morceau de rock repose la plupart du temps sur une progression harmonique de 4 accords, l'usage de gammes pentatoniques ou d'échelles modales, des power chords, une mesure à 4/4 et comporte une gimmick. Tandis que le rock progressif a introduit des éléments appartenant à la musique savante, à savoir des accords et des progressions harmoniques complexes, une utilisation plus importante des gammes mélodiques et harmoniques à 7 notes, des changements fréquents de mesures, et souvent des mesures rares, ainsi que de la polyrythmie. D'une manière générale, le rock progressif tend à adopter un tempo plus lent que le rock'n'roll. C'est un genre musical fait davantage pour être écouté que pour être dansé. L'autre point important est la présence d'organistes au sein de formations de rock traditionnelles. Parmi les claviéristes les plus connus, on peut citer Jon Lord du groupe Deep Purple, Ray Manzarek du groupe The Doors, Rick Wakeman du groupe Yes et Keith Emerson du groupe Emerson, Lake & Palmer. Leur rôle a pris une importance considérable, si bien qu'ils avaient tendance à voler la vedette aux guitaristes, voire même aux chanteurs. D'ailleurs, la plupart des chansons de rock progressif comportent des pages instrumentales au moins 2 fois plus longues que les parties chantées. Par exemple, Light My Fire des Doors comporte au milieu une plage instrumentale qui dure près de 4 minutes, alors que le morceau au total dure près de 6 minutes. Par ailleurs, le rock progressif a intégré les tout premiers synthétiseurs créés par Robert Moog afin de reproduire des nappes de violon similaires à celles de l'orchestre symphonique. À l'époque, les synthés c'était tout nouveau, et en plus il existait un réel engouement pour la science-fiction, dû au succès retentissant de la bande originale du film Orange Mécanique. En fait, le premier disque de rock sur lequel on entend un synthétiseur Moog est Abbey Road des Beatles. Par la suite, les Pink Floyd et The Who sont les premiers groupes à intégrer des synthétiseurs dans leur création. L'introduction des synthés dans le rock, c'est un point que je développerai davantage dans ma partie sur les musiques électroniques. Autre point important, dans le rock progressif, la composition musicale est devenue essentielle. Alors qu'avant, les groupes de rock faisaient la plupart du temps des reprises de standards du blues. Paul McCartney a d'ailleurs ouvertement critiqué les Rolling Stones à ce sujet, car ce groupe faisait des albums entiers de reprises au lieu de composer des chansons originales. Enfin, le rock progressif, s'inscrivant dans les lignes du rock psychédélique, devient plus mystique et spirituel, et moins révolté et agressif. Il aborde des sujets élevés relatifs à la philosophie et la science-fiction, et délaisse des sujets plus triviaux tels que la danse, le sexe et l'amour. Ceci est à mettre en rapport avec le fait que la plupart des musiciens de rock progressif avaient un bon niveau socio-culturel et ont fait des études supérieures. Sans doute cela a contribué à l'embourgeoisement du rock, qui avait alors tendance à s'éloigner de ses origines populaires pour s'adresser désormais à un public de classe sociale aisée. Ce courant musical avait entrepris une démarche ambitieuse, à savoir hisser le rock au même niveau que la musique classique. Certains critiques musicaux l'ont même taxé de mégalomanie et de prétention. À ses débuts, il a souvent échoué à conquérir un large public. Bon nombre de morceaux de rock progressif n'étaient jamais diffusés à la radio, car leur durée dépassait largement les normes radiophoniques acceptées. Les 3 premiers albums de Deep Purple, influencés par la musique classique et le psychédélisme, n'ont pas rencontré de succès auprès du grand public, et n'ont même pas été acclamés par la critique. Il en a été de même pour leur album Concerto for Group and Orchestra, qui n'a pas réellement suscité d'adhésion, tant de la part des fans de rock que des connaisseurs de musique classique, qui n'ont pas pris cette initiative au sérieux, ou pire, l'ont vue comme une désacralisation de la musique classique. Par ailleurs, l'album concept Streets a Rock Opera du groupe Savatage, sorti en 1991, a été un échec commercial. Ou bien un groupe de rock progressif tel que Caravan n'a jamais réussi à conquérir un public mainstream. Idem pour le groupe Genesis à ses débuts. Quant aux Pink Floyd, ils estimaient que l'expérience de l'album Atom Heart Mother a été quelque peu ratée. C'est pour cette raison qu'ils n'ont plus jamais réalisé de crossover avec la musique classique par la suite. À l'époque, nous pensions que Atom Heart Mother était une étape vers quelque chose d'autre. Maintenant, je pense que nous avancions à l'aveuglette dans le noir. C'est à partir du moment où Deep Purple est revenu à un hard rock pur et dur, et que Genesis a simplifié sa musique pour la rendre plus pop, que ces groupes ont connu un véritable succès commercial. À mon avis, si le rock progressif a parfois échoué à conquérir un large public, c'est que la musique savante requiert d'emblée de la part du public une écoute attentive, tandis que le rock cherche à capter son attention par des morceaux courts et efficaces.
Un jour, Alice Cooper a déclaré que Bohemian Rhapsody, malgré les apparences, était beaucoup plus facile à écrire que la chanson I Want to Hold Your Hand des Beatles. Pourtant, ce tube qui a permis aux 4 Anglais de conquérir l'Amérique est une chanson tout à fait basique. Elle ne dure que 2 minutes 30, comporte 3 couplets, un refrain et une coda, et repose sur une progression de 4 accords. Dans le fond, Alice Cooper n'a peut-être pas tort. Ce n'est sans doute pas facile de marquer les esprits avec quelque chose d'aussi simple. Si tu as un avis sur la question, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Peut-on alors dire que le rock progressif était dans une impasse et qu'il a perdu son temps à vouloir introduire des formes savantes dans le rock? Non, pas tout à fait en fait. Hormis les opéras rock qui sont devenus célèbres, des groupes tels que Pink Floyd et Deep Purple ont bénéficié d'une reconnaissance populaire sans perdre en complexité dans l'écriture de leurs morceaux. En témoigne Shannon You Crazy Diamond des Pink Floyd, chef-d'œuvre en 9 parties dans l'album Wish You Were Here qui a été un véritable succès commercial. Ou encore le titre Child in Time de Deep Purple, morceau de 10 minutes issu de l'album In Rock, structuré en 3 parties et comportant une longue plage instrumentale donnant lieu à des développements complexes. Au cours des années 80, des courants tels que le glam rock, le punk et la new wave ont rejeté le rock progressif et ont prôné un retour à la simplicité du rock. Cependant, l'influence de ce courant musical n'a pas complètement disparu. Le metal progressif, représenté par des groupes tels que Dream Theater, Queensrÿche, Fate Swarming et Apocalyptica, va fusionner le son agressif du heavy metal avec les compositions complexes et expérimentales du rock progressif. Par ailleurs, des groupes de métal symphonique tels que Within Temptation et Septic Flesh auront recours à des orchestres symphoniques lors de concerts et d'enregistrements d'albums. Mais autant te dire que le métal progressif et le métal symphonique sont restés des musiques de niche exclusivement destinées à un public d'amateurs. À part ça, des groupes le plus mainstream tels que The Smashing Pumpkins, Radiohead ou Muse vont continuer à intégrer des éléments de rock progressif dans leur musique. Et puis n'oublions pas les liens qui se sont créés entre les compositeurs minimalistes du XXe siècle, les musiques électroniques et le rock. Je développerai ce point dans la prochaine partie. Enfin, pour conclure, je dirais que le rock et le métal progressif ne vont pas intéresser le domaine de la musique savante, parce que leur approche de la composition n'est pas assez intellectuelle et approfondie pour comporter des enjeux en termes d'innovation musicale. Quant au métal symphonique, il s'est juste contenté d'apporter une dimension épique, digne des grandes bandes-son hollywoodiennes, à la musique métal afin de revêtir des allures grandiloquentes. L'approche reste assez superficielle. Parfois, on a aussi accusé les groupes de rock comme Muse, qui plagient des extraits d'œuvres de compositeurs classiques, de faire de l'appropriation culturelle. Dès le milieu des années 70, le disco domine les ondes radio, son essor allant de pair avec celui des discothèques. Ce genre musical connaissait tellement de succès à cette époque que certains groupes de rock se sont essayés à fusionner leur univers musical avec le disco. Il y a bien sûr eu Blondie avec son tube Heart of Glass, qui a souvent été considéré comme une parfaite fusion entre rock et disco. Il y a eu Kiss avec leur titre I Was Made for Loving You, tube au gros succès commercial qu'ils ont été obligés de faire par obligation vis-à-vis de leur maison de disques. Il y a aussi eu Rod Stewart avec son tube Do You Think I'm Sexy. Le groupe Queen, quant à lui, a sorti un album intitulé Hot Space, aux influences éclectiques, dont le disco. On le considère d'ailleurs comme le pire album dans la discographie du groupe. Enfin, les Rolling Stones ont sorti 3 titres inspirés par le disco. Hot Stuff, Miss You et Emotional Rescue, mais seul Miss You a eu du succès. Mais le disco a souvent été l'objet d'un rejet de la part du monde du rock. En effet, les artistes et groupes de rock s'étant essayés au disco étaient extrêmement mal vus par leurs compères. Et les fans, je pense notamment à ceux de Kiss et de Queen, se sont même sentis trahis. Quand bien même on ne percevait qu'opportunisme commercial de leur part, comme ce fut le cas pour les Rolling Stones et Rod Stewart par exemple. Par ailleurs, des tensions se sont créées au sein des Rolling Stones à cause de ça. Lors de l'enregistrement de l'album Emotional Rescue, Keith Richards voulait revenir aux racines du blues et du rock'n'roll, tandis que Mick Jagger voulait faire un album plus dansant et inspiré par le disco. En effet, tout opposait ces deux genres musicaux. Le disco est une musique en partie synthétique, il met davantage en avant les synthétiseurs et les boîtes à rythme, tandis que le rock est organique
et privilégie les instruments acoustiques tels que la guitare, la basse et la batterie. Le producteur et l'enregistrement studio est plus important dans le disco que dans le rock qui met davantage en avant l'artiste et la performance live. Enfin, le monde du disco était gay-friendly, tandis que le monde du rock était macho. Le problème est que le disco a fini par devenir une musique stérile et formatée, dénuée de toute forme de créativité et de prise de risque. L'industrie musicale ne misait que sur ça. Tous les artistes se mettaient à faire les mêmes trucs, cela devenait un peu trop redondant. Dès lors, un animateur de radio dénommé Steve Dahl a un jour organisé un énorme autodafé de vinyle disco au centre d'un stade de baseball à Chicago, avec des supporters scandant le slogan « Disco sucks ». Entendez par là, le disco ça craint. Durant cet événement baptisé la Disco Demolition Night, les rockers ont pu exprimer leur colère et leur haine vis-à-vis du disco, qui avait pris trop de place sur les antennes radio au détriment du rock. Suite à cet événement, le disco entame son déclin pour laisser sa place au punk. Néanmoins, la New Wave va ensuite fusionner ces deux genres musicaux, car le punk va aussi finir par s'essouffler. All the infrastructure around punk we absolutely loved. It's just that the actual music we saw as being quite old-fashioned and being a bit of a one-trick pony. So what we did was we took the attitudes of punk and gave it a different context. Pourtant, il existait des différences essentielles entre ces deux genres musicaux. Le disco était une musique divertissante, hédoniste et artificielle, avec des paroles qui ne veulent rien dire la plupart du temps. Tandis que le punk était une musique sombre, désespérante et contestataire, dotée de revendications sérieuses, des textes qu'il fallait comprendre. Dans la New Wave, ces deux formes d'expression musicale radicalement opposées vont fusionner. Par exemple, la chanson Everything Counts de Depeche Mode est une critique ouverte du thatchérisme et de son système capitaliste obsédé par l'argent, sur fond de musique électronique et dansante. Dans les années 80, les synthétiseurs vont se démocratiser. Ce qui va rapprocher le punk des musiques électroniques, c'est le rejet de la virtuosité technique des instrumentistes du rock progressif. Les individus qui ne savaient pas jouer d'un instrument de musique ont vite été séduits par les possibilités offertes par les instruments électroniques. En effet, il suffit juste d'appuyer sur une touche d'un synthétiseur pour qu'on sente un son incroyable. C'est d'ailleurs pour cette raison que pendant longtemps, il y avait un certain dédain envers les musiques électroniques que l'on ne considérait pas comme étant de la vraie musique. Les synthétiseurs se sont tellement répandus que même des groupes de heavy metal se sont mis à les utiliser dans leur musique. Par exemple Van Halen avec son titre Jump, ou encore Europe avec son célèbre tube The Final Countdown. Par ailleurs, des groupes de New Wave tels que Depeche Mode et Frankie Goes to Hollywood vont très vite connaître un succès international. Le fait que les synthétiseurs, boîtes à rythme et sampleurs se diluent de plus en plus dans la musique populaire n'est pas sans poser problème pour les groupes de rock, qui sont pour la plupart réticents voire méprisants à l'égard des sons de synthèse. Ce que j'aime c'est le vrai rock, tu vois, ce qui me fait chier c'est les synthés, tu vois, la dance music quoi. Real rock and roll. I really hate dance music. Yeah, definitely. I hate this, this synthesizer kind of dance music. Yeah. Les synthétiseurs étaient même bannis du rock, car les musiciens estimaient que cela allait à l'encontre de leur prouesse technique. Par exemple, la pochette de l'album Sheer Heart Attack de Queen portait la mention sans synthétiseur, comme si c'était un label de qualité et d'authenticité. Des groupes aussi divers que Queen, U2, Black Sabbath, Iron Maiden, voire même plus tard Rage Against the Machine, ont longtemps résisté à l'introduction des synthétiseurs dans leur musique. Puis ils l'ont progressivement fait, mais cela n'a pas tout de suite suscité l'adhésion chez le public et les critiques. Pourtant, par la suite, Queen va tout de même introduire des synthés dans ses albums et opérer un tournant majeur dans sa carrière en 1980 avec l'album The Game. Leur musique va revêtir alors une allure plus commerciale. Néanmoins, Queen parvient à trouver un équilibre entre les instruments acoustiques du rock et les synthés. C'est un thème qui va d'ailleurs devenir récurrent dans leurs chansons. La lutte entre l'être humain et les machines, ou encore de l'âme contre la science. L'exaltation des sentiments véhiculés par les instruments acoustiques va se heurter à la froideur mécanique des instruments électroniques. D'une manière générale, l'ajout de synthétiseurs à la musique rock va la rendre plus aérienne et va lui apporter une atmosphère, voire une dimension cinématographique. Je t'avais dit tout à l'heure que je n'avais pas fini de te parler des relations qu'il y avait entre le monde du rock et le monde de la musique savante.
Des courants tels que le minimalisme, la musique bruitiste de Luigi Russolo, la musique concrète de Pierre Schaeffer, ou encore les recherches électroacoustiques de Karlheinz Stockhausen, vont influencer une certaine branche du rock que l'on a baptisé le krautrock, autrement dit le rock choucroute. Alors je prends la moitié de la choucroute, je la pose sur mes tranches de lard. Parmi les représentants de ce courant, on retrouve des groupes tels que Kraftwerk, Can, Neu!, Faust ou encore Soft Machine. D'ailleurs, Holger Kuse et Ermit Schmidt, deux groupes du membre Can, ont étudié la composition musicale avec Stockhausen. Le krautrock va contribuer à bouleverser les structures traditionnelles du rock en mettant la basse et la batterie sur le même plan que la guitare et la voix, de telle sorte que ce ne soient plus des instruments d'appoint, mais bien des instruments solistes à part entière. Bien que l'instrumentation de ces groupes ne soit pas électronique à proprement parler, les constructions rythmiques, répétitives et hypnotiques déclenchent des effets proches de la trance sur le public. C'est en cela que Neu!, Can et Faust se rapprochent des compositeurs minimalistes tels que Phil Glass et Steve Reich. Normalement, la rythmique des musiques électroniques est une perfection mathématique, tandis que le jeu des instrumentistes de rock est forcément imparfait, car reposant sur un certain groove. Le jeu de Jackie Liebezeit, le batteur du groupe Can, était paradoxal, car sa rigueur parvenait à égaler la perfection métronomique d'une boîte à rythme, tout en restant assez organique. Je peux jouer un peu comme le ferait une machine, mais la différence entre une machine et moi, c'est que je peux écouter, entendre et réagir aux autres musiciens, ce qu'une machine ne peut pas faire. Jackie Liebezeit s'inscrit dans la continuité du rock psychédélique. Son but est d'exprimer par ses rythmes les sensations éprouvées lorsque l'on consomme du LSD. Michael Caroli, le guitariste du groupe, dira même à son sujet « La régularité de sa frappe finissait par provoquer des hallucinations, comme une transe. Les gens finissaient par danser, même contre leur gré. Avec la techno, la musique de rêve, vous obtenez cet effet en passant la musique très fort. Avec Can, c'est très doux. On pourrait aussi bien l'obtenir en l'écoutant dans un combiné téléphonique. » Son jeu syncopé accélérait sans cesse la cadence des morceaux. Son rôle était d'autant plus important qu'il était le métronome, indiquant la voie à suivre pour le reste du groupe pour improviser. Par ailleurs, son jeu était en totale rupture avec les rythmes conventionnels du rock. Pour chaque morceau, il concevait un rythme en particulier, de telle sorte que chaque morceau comportait un rythme différent. L'autre innovation qui a été amenée par le krautrock, c'est le rythme motorique. Cette rythmique répétitive, hypnotique et lancinante imite la sensation d'euphorie retenue que l'on ressent lorsque nous roulons vite sur une autoroute. Elle est pourtant relativement simple et s'inscrit dans une mesure à 4/4 tout à fait typique du rock. On a souvent attribué l'invention de ce rythme à Klaus Zinger, le batteur du groupe Neu!, même s'il a déjà été utilisé par d'autres batteurs tels que Jackie Liebezeit et Zappy Diermeier du groupe Faust. Le krautrock et la musique minimaliste continueront à exercer leur influence sur les groupes de rock à venir. En témoignent les albums Low et Heroes de David Bowie, inspirés par les compositeurs Phil Glass et Steve Reich. Les motifs des chansons de ces deux albums seront d'ailleurs repris par Phil Glass en guise d'hommage dans sa première symphonie dite Low et dans sa quatrième symphonie dite Heroes. D'ailleurs, les titres des 3 mouvements de la première symphonie sont empruntés à 3 chansons de l'album éponyme de David Bowie. De même, les morceaux de l'album A Thousand Leaves du groupe de rock avant-gardiste Sonic Youth sont ultra répétitifs. Bien que les percussions se font très discrètes, on a pourtant l'impression d'écouter de la musique électronique. Cela est dû au fait que les morceaux commencent sur un motif ou une structure qui est répétée tout au long de la piste et auquel s'ajoutent au fur et à mesure des éléments supplémentaires. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que dans leur premier album Sonic Youth, les percussions étaient tribales et visaient à induire un état de transe. S'inscrivant aussi dans la lignée du krautrock, le stoner rock ou desert rock se caractérise par des rythmiques simples, hypnotiques et répétitives. À l'heure actuelle, le groupe Queen of the Stone Age en est le plus digne représentant.
Josh Homme, le chanteur du groupe, ira même jusqu'à définir sa musique de robot rock. Pourtant, si la musique électronique a exercé une influence sur les rythmes du rock, la réciproque est aussi vraie. Le delay beat, formule rythmique inventée par Bo Diddley et largement utilisée dans le monde du rock, a aussi été expérimenté par des groupes de musique électronique. S'inscrivant dans une mesure binaire, il donne l'illusion d'un balancement ternaire et semble même imiter le bruit d'un train. Son effet syncopé tend à le rapprocher du jungle beat. Le morceau Autobahn de Kraftwerk, que l'on considère comme le premier morceau techno de l'histoire de la musique, en utilise différentes variantes. Plus tard, le groupe de techno progressive Underworld apportera sa pierre à l'édifice en reprenant le morceau Antenna de Kraftwerk et en y ajoutant ce fameux rythme pour produire le morceau Rave, qui marque l'avènement de la techno et de la trance dans les années 90. Les recherches de Karlheinz Stockhausen sur la déviation du matériau sonore et la musique concrète ont aussi intéressé le monde du rock. Le titre Revolution 9, extrait du White Album des Beatles, puise ses idées dans la musique concrète d'Edgar Varèse, la pièce Hymnen de Stockhausen, ainsi que John Cage. Frank Zappa va à son tour s'inspirer de la pièce Hymnen, ainsi que de Gesang des Junge du même compositeur, dans ses premiers opus de Mother of Inventions, dans lesquels se mêlent instruments acoustiques, instruments amplifiés et travail sur le son en studio. Quant à l'album Dark Side of the Moon des Pink Floyd, il va mêler des travaux électroacoustiques à base de sons préenregistrés aux prises de son de l'album. Ce qui va caractériser la musique du XXe siècle, c'est sa mécanisation qui va de pair avec le développement des machines. La musique industrielle implique la déshumanisation du contenu musical et du son réel. Ce nouveau genre musical, se présentant comme une fusion abrasive et agressive de rock et de musique électronique, mélange les expérimentations électroniques d'avant-garde au style provocateur du punk. Les musiciens les plus importants incluent Throbbing Gristle, SPK, Bud Rice et Cabaret Voltaire. À ses débuts, la musique industrielle était exclusivement confinée à un cercle d'initiés. Kraftwerk sera le premier groupe à sortir la musique électronique de sa sphère expérimentale pour l'amener dans le champ de la musique populaire. Par la suite, le groupe Depeche Mode, se réclamant de son influence, va mixer l'âme sauvage du rock'n'roll à l'efficacité martiale de la musique électronique. Les premières chansons du groupe, composées par Vince Clarke, s'inscrivaient pleinement dans les expérimentations bruitistes et électroniques de l'époque. Ensuite, dans les années 90, le groupe de rock d'avant-garde Sonic Youth a sorti des albums expérimentaux sur leur label Sonic Youth Recordings, comportant des sonorités bruitistes, des samples de machines et l'utilisation de guitares préparées. Enfin, le métal industriel, dont Nine Inch Nails est la figure de proue, va utiliser les riffs du métal et du punk pour les mélanger aux échantillonnages, séquenceurs, synthétiseurs et voix déformées. Ce courant va influencer énormément de groupes de métal, parmi lesquels Marilyn Manson, Korn, Linkin Park, System of a Down, Fear Factory, Evanescence. Au cours des années 90, l'Eurodance bat son plein, la techno est en plein essor et le grunge entame son déclin. La techno annonce d'emblée une réaction vis-à-vis du rock, expression dominante et donc devenue poussiéreuse. Elle est un moyen pour les nouvelles générations de se différencier de l'ancienne. Souvent associée au phénomène des rave parties, cette musique porteuse de transgression et d'excès séduit la jeunesse en quête de sensations fortes. Les Prodigy sont des punks technoïdes, aussi à l'aise dans les rave parties que dans les salles de rock. Leur musique se caractérise par des rythmes rapides, produisant un effet de trance, des riffs de guitare énergiques et des samples électroniques de musiques diverses. Ce groupe a contribué à l'essor d'un nouveau courant musical, le Big Beat, auquel appartiennent The Chemical Brothers, Death in Vegas ou encore Bentley Rhythm Ace. Contrairement au rock ou au punk, la techno, parce qu'elle est purement instrumentale, ne repose sur aucun présupposé politique et est exempte de provocation. Les Prodigy ont toutefois gardé un esprit rock et anticonformiste. En témoigne le titre Smack My Bitch Up qui a scandalisé l'opinion publique. Avec l'essor du Big Beat, de l'Eurodance et de la techno, des artistes et groupes de rock ont tenté des incursions dans les musiques électroniques.
U2 a été l'un des premiers groupes à le faire avec leur album Achtung et Europa. À la fin des années 80, leur carrière était en berne et Achtung Baby leur a permis de se renouveler et de donner un nouvel élan à leur carrière. Puis avec l'album Pop, ils sont allés encore plus loin, avec des sonorités techno et dance nettement plus affirmées, et ce dès les 3 premiers titres de l'album. Néanmoins, Pop a été un échec relatif dans la carrière de U2. C'est pour cette raison que le groupe est revenu à un son plus rock par la suite, tout en introduisant des sonorités électroniques mais de manière plus discrète. En 1997, David Bowie se fait remarquer avec son album Earthling, comprenant des influences telles que le rock industriel, le hard rock, la techno, la jungle et le drum and bass. Le morceau qui introduit l'album reprend les percussions et les accords power chord du titre Firestarter des Prodigy. Les titres Battle for Britain et The Last Thing You Should Do combinent rock et rhythmic jungle. Telling Lies comporte des sonorités drum and bass. Quant à I Am Afraid of Americans, il emprunte aux sonorités techno des années 80 et 90. Les opinions au sujet de l'album sont divisées. Certains estimaient qu'il n'était pas assez innovant, alors que d'autres croyaient au contraire que c'était une vraie réussite. Quoi qu'il en soit, David Bowie a abandonné les sonorités électroniques dans les albums suivants. Notre groupe à avoir joué un rôle majeur dans l'introduction des sonorités électroniques dans le rock est Garbage. Leur premier album s'inscrivait plutôt dans une veine punk rock et grunge. Leur deuxième album version 2.0 prend un virage très net vers le monde de la musique électronique. Certaines chansons comportant plus de 100 boucles et samples différents. Et c'est l'un des premiers albums rock à avoir été entièrement réalisé à l'aide d'un logiciel de création musicale. Là en l'occurrence Pro Tools. Il a jeté un pont entre l'analogique et le digital. À partir des années 2010, le rock a quelque peu disparu et a été supplanté par le rap. Néanmoins, certains groupes de rock vont continuer à expérimenter les sonorités électroniques. À notre époque, les limites entre les genres musicaux deviennent de plus en plus étanches. Dans ma vidéo précédente consacrée au rap, je t'avais parlé des nombreuses collaborations entre DJ et rappeurs, ainsi que de l'album Jesus de Kanye West, qui a été produit par des DJ de renom. De même, l'album Path of Totality du groupe de nu metal Korn a été produit par de nombreux DJ et producteurs de musique électronique. On y retrouve des sonorités drum and bass, dubstep et electronica. Cependant, l'album n'a pas connu de grand succès commercial. Il y a eu un rejet de la part du public. Par la suite, avec l'album Paradigm Shift, ils sont revenus à une musique nu metal comme ils avaient l'habitude de faire, en introduisant des sonorités électroniques de manière plus discrète. Et puis, chose surprenante, le guitariste Tom Morello, qui a toujours été contre les musiques électroniques, a sorti un album solo, The Atlas Underground, dans lequel il invite toute une ribambelle d'artistes provenant d'univers musicaux différents, parmi lesquels le groupe de musique électronique Knife Party, ainsi que les DJ Bass Nectar, Wezan, Steve Aoki, Pretty Lights et Aerobust. Dans cet album, les riffs de guitare côtoient les rythmes de batterie samplés et les nappes de synthé assistées par ordinateur. En fait, ce qui a motivé Tom Morello à se lancer dans cette aventure, c'est la découverte de Skrillex et de Knife Party, auquel il trouvait une énergie et une sensibilité rock. Et puis l'objectif de cet album était de conquérir un large public. Le problème qui peut se poser avec cette mécanisation du rock est que la facilité que procure l'utilisation des instruments électroniques en viennent à dispenser les musiciens de travailler leur technique sur les instruments acoustiques. Je crois que cela peut expliquer en partie les raisons pour lesquelles le rock aurait perdu du terrain face à d'autres musiques telles que le rap et les musiques électroniques. Dans une interview, Tom Morello s'est exprimé à ce sujet. Une chose qui me gonfle, c'est que les jeunes n'ont aucun désir ou proportion à passer 8 heures par jour à s'entraîner à la guitare. Tout ce qu'ils ont à faire est de se procurer un ordinateur portable et Ableton, et l'idée d'être un musicien organique a dégringolé dans les hit parades. Et en plus, avec la crise de l'industrie du disque, le fait de produire de la musique sur ordinateur peut s'avérer moins coûteux qu'enregistrer des pistes instrumentales en studio. Parfois aussi, l'introduction de sonorités électroniques dans le rock est à double tranchant. Dans une interview, Shirley Manson, la frontwoman du groupe Garbage, expliquait que pour eux, cela a parfois constitué un dilemme, malgré le fait qu'ils puissent autant aimer le rock que les musiques électroniques. Elle croit que l'aspect production a parfois pris trop d'importance. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo au sujet de Arctic Monkeys,
Le fait qu'un album soit davantage produit en studio entraîne un processus de création plus conceptuel, plus rationnel. Garbage est tout de même resté fidèle aux traditionnelles jam sessions. Autrement dit, les séances d'improvisation au cours desquelles les membres du groupe échangent et trouvent des idées. L'autre événement qui a marqué l'histoire du rock, c'est sa rencontre avec le reggae. Le reggae est un genre musical originaire de Jamaïque. Il est en fait issu de la fusion de deux autres genres musicaux que sont le ska et le rocksteady. Le ska étant lui-même issu de la fusion du rock'n'roll, du jazz, du gospel, du mento, ainsi que de différentes danses antillaises. Tandis que le rocksteady est un sous-genre dérivé du ska, mais qui a davantage été inspiré par le rhythm and blues et la soul. De ces trois genres musicaux, seul le reggae a été révolutionnaire. Or, jusqu'en 1962, la Jamaïque est une colonie britannique. Entre 1948 et 1973, toute une génération de Jamaïcains ont immigré en Angleterre afin de travailler à la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. Ils vont emmener leur musique avec eux. On considère Don Letts comme étant une figure incontournable et ayant joué un rôle majeur dans le rapprochement entre la musique reggae et la musique punk. Quand il était DJ au Roxy Club, il diffusait des titres de reggae à un public de punk. Ce qui leur a permis de découvrir ce genre musical, ils ont très vite apprécié. Si j'ai passé des disques de reggae au Roxy, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas assez de disques punk. Par ailleurs, c'est Don Letts qui aurait fait découvrir la scène punk à Bob Marley lors de son arrivée à Londres. Cela aurait inspiré ce dernier pour l'écriture de Punky Reggae Party. L'attrait de l'industrie musicale anglaise pour le reggae est tel que Richard Branson, le PDG de Virgin Records, engage Don Letts et John Lydon, le chanteur de Sex Pistols, pour une mission qui consiste à se rendre en Jamaïque et à y rechercher de nouveaux artistes reggae locaux. En 1978, Virgin crée le label Frontline, exclusivement dédié aux artistes de reggae. Parmi les artistes signés sur ce label, on retrouve Prince Farwan, Big Youth, Prince Hammer, Tapazuki, Slide and Bar et The Twinkle Brothers. Dès la fin des années 70, le two-tone est le premier mouvement musical à mélanger le ska avec le punk, en combinant des rythmes dansants à l'esprit et l'attitude du punk. Des groupes tels que The Specials, Madness, The Beat, Bad Manners ou encore The Selector deviennent extrêmement populaires. La rencontre du punk avec le reggae a créé une révolution musicale en Angleterre. Ces deux courants musicaux ont pour point commun d'être animés par le sentiment de révolte. Le punk, c'était la révolte contre le système capitaliste et la bourgeoisie. Le reggae, c'était la révolte contre le colonialisme et l'esclavage. Étant deux genres en marge de l'industrie musicale, ils ont tous les deux noué des liens de solidarité. Selon Don Letts, mélanger les deux cultures musicales a eu un impact positif sur la société et a permis de rassembler les communautés blanches et jamaïcaines issues de la classe ouvrière. En guise de logo, le label Two-Tone Records, ambassadeur du mouvement musical Two-Tone, adopte un motif de damier en noir et blanc, symbolisant l'union des noirs et des blancs dans un mouvement antiraciste. Le reggae et le punk semblent même être unis par des liens consubstantiels. Bien que devenu l'étendard de la culture punk rock, le titre Sex and Drugs and Rock'n'Roll de Ian Dury est un mélange hétérogène de ska, de punk et de reggae. Très vite, les groupes de punk s'emballent pour le reggae, ce qui a donné naissance à de nombreux albums reggae punk à la fin des années 70. En 1979, sort l'album culte The Crack du groupe The Ruts, qui est l'une des pierres angulaires du mouvement reggae punk. S'inscrivant dans les lignées du rock progressif, le post-punk se démarque du punk de par son caractère expérimental. Le premier album de Public Image Limited, Public Image First Issue, comprend des éléments de dub reggae, de rock progressif et de musique brutiste. En 1979, Dennis Bowell produit l'album Cut, premier album du groupe de punk féminin The Slits, mais surtout l'un des premiers albums à allier esprit punk et groove reggae. Bien qu'il n'ait connu seulement un petit succès commercial auprès du public, il a été en revanche loué par la critique musicale pour son caractère novateur.
L'incorporation, inédite à l'époque, de grooves, de lignes de basse et de dynamique empruntées au reggae, ou encore d'effets sonores inspirés du dub dans la musique punk, reste toutefois peu perceptible pour un auditeur lambda. L'album Cut des Slits, avec Metal Box de Public Image Limited et Y de The Pop Group, sont les 3 albums phares marquant l'ère post-punk. Comme autres groupes utilisant des rythmiques reggae dans la musique post-punk, on retrouve aussi Devo. Les Clash et The Police ont été les premiers groupes de rock mainstream à intégrer pleinement les sonorités reggae dans leur musique. On considère London Calling, le 3e album des Clash, comme étant officiellement le premier album de ska punk. Le groupe y introduit pour la première fois de sa carrière des influences dub et ska, en écho à ce qui cartonnait à cette époque dans les charts au Royaume-Uni. Quant au groupe The Police, des rythmes reggae sont présents dans leurs chansons Walking on the Moon, Don't Stand So Close to Me et Roxanne. Par exemple, dans le titre Roxanne, on retrouve une alternance entre 2 sections bien distinctes, un couplet de 16 mesures dans un style reggae et un refrain de 8 mesures dans un style rock'n'roll, ces 2 sections étant séparées par un break. Le point que je voudrais désormais aborder, c'est en quoi le reggae a transformé le rock. En effet, ces 2 genres musicaux semblent opposés sur bien des points. D'ordinaire, le rock est une musique froide, agressive et énergique, tandis que le reggae est au contraire une musique apaisante, décontractée et chaleureuse. Disons que c'est un peu comme si le rock venait de Mars et le reggae de Vénus. Le chanteur Sting expliquait à ses débuts. Ce que je voulais faire, c'était marier l'énergie du rock'n'roll à une musique harmonique, mélodique. Si on écoute mes différentes chansons, on peut constater que ma façon de faire devient progressivement plus fluide. La musique coule plus désormais, il n'y a presque plus de rupture. Le reggae a apporté une certaine souplesse au rock. Cela s'explique par les différences rythmiques qui existent entre ces 2 genres musicaux. Dans le reggae, la caisse claire vient marquer le 3e temps et la guitare rythmique accentue les 2e et 4e temps, ce qui produit cet effet chaloupé tout à fait typique du reggae. Alors que dans le rock, la grosse caisse vient marquer les 1er et 3e temps et la caisse claire les 2e et 4e temps. L'autre caractéristique musicale qui différencie ces 2 genres musicaux, c'est que le phrasé du reggae a tendance à être entrecoupé de soupirs et de longues plages de silence. C'est ça qui lui donne son côté apaisé. Dans le phrasé punk, ça défile à toute berzingue et ça respire moins. Enfin, les lignes de base de reggae se caractérisent par des jeux de questions-réponses et cela a été repris par le punk. Bob Marley a été un de mes mentors, mon professeur. L'importance du reggae dans l'histoire du rock est telle que ce genre musical est devenu en quelque sorte ce que le blues était pour la génération du rock'n'roll, à savoir un répertoire de grands classiques qui ont donné lieu à des reprises. Dès ses débuts, le groupe The Clash a repris la chanson Police and Thieves de Junior Murvin dans leur premier album sorti en 1977. En plus de leur reprise des standards du blues, les Rolling Stones ont aussi repris le titre reggae Cherry Oh Baby d'Eric Donaldson sur leur album Black and Blue. UB40 et Christian 2 ont repris I Got You Babe. Eric Clapton a repris Ashes of the Sheriff de Bob Marley et a popularisé cette chanson auprès du grand public. Annie Lennox a repris Waiting in Vain de Bob Marley dans son album de reprise Medusa. Dans les années 90, le groupe de ska punk Sublime a énormément fait de reprises de chansons reggae. En 2005, Sinéad O'Connor a fait un album entier de reprises de morceaux roots reggae, Throw Down Your Arms. Cet album a été produit par le duo jamaïcain Sly and Robbie et a été enregistré à Kingston, en Jamaïque. D'une manière générale, les sonorités reggae vont se diluer dans la pop culture, notamment avec des tubes comme Do You Really Want Me de Culture Club et Red Red Wine de UB40. Elles se sont aussi introduites dans la variété française grâce à Serge Gainsbourg et sa chanson Engagée aux armes, etc. et Bernard Lavilliers avec son album Au Gringo, dans lequel 2 titres, Stan the Ghetto et Kingston, ont clairement des influences reggae. De plus, le duo jamaïcain Sly and Robbie, des producteurs et musiciens de reggae, ont collaboré avec de nombreux artistes, tant dans le domaine de la pop que du rock, ce qui va davantage contribuer à l'introduction du reggae dans la musique mainstream.
qui deviennent alors incontournables. Alors maintenant, nous allons voir que l'histoire du reggae rock a connu une évolution différente aux États-Unis. Dans les années 70, des artistes et groupes de rock vont s'essayer au reggae. En 1975, le chanteur de blues rock Joe Cocker enregistre un album influencé par la musique jamaïcaine, Jamaica, Say You Will. Néanmoins, un album qui est vite passé à la trappe et qui reste méconnu de nos jours. En revanche, la chanson Hotel California du groupe américain Eagles, comportant des influences reggae, va devenir un tube international. Pour la petite histoire, ce titre devait d'ailleurs s'intituler Mexican Reggae à l'origine. Chrissy Hinde, la chanteuse du groupe de rock The Pretenders, a composé une chanson intitulée Private Life, s'appuyant sur une rythmique reggae. Celle-ci a été reprise la même année par Grace Jones dans son album Warm Leatherette, produit par le duo Sly and Robbie. Sly Dunbar fera l'éloge de ce morceau, qu'il considère comme l'un des 5 meilleurs morceaux reggae jamais écrits. Les Rolling Stones, toujours à l'affût des nouvelles tendances, vont eux aussi s'inspirer du reggae pour écrire le titre Send It To Me, extrait de leur album Emotional Rescue. Sinon, à part ça, on considère Bad Brains comme l'un des premiers groupes de reggae punk aux États-Unis. Ils ont influencé de nombreux groupes par la suite, parmi lesquels Fishbone et Sublime. Les membres du groupe étaient tous rastafariens, à savoir qu'ils pratiquaient la religion Rastafari. Au premier abord, les idéologies du punk et du reggae peuvent sembler incompatibles, car le punk est un mouvement philosophique anarchiste et athée, tandis que le rastafarisme est un mouvement spirituel dérivé de la religion judéo-chrétienne. Cela n'a pas empêché Bad Brains d'alterner des textes de louange à Jah avec d'autres textes politiquement et socialement engagés. À la fin des années 90, le groupe Operation Ivy reprend les rythmes jamaïcains, l'énergie du punk, mais enlève les cuivres. Ce groupe a eu une courte existence, mais par la suite, 2 de ses membres vont se réunir pour former le groupe Rancid, qui sera l'un des fers de lance avec The Offspring de la 3e vague de ska punk. À partir du milieu des années 90, le grunge commence à s'essouffler, surtout après le suicide de Kurt Cobain en 1994. Dès lors, le ska va prendre la relève. Le groupe No Doubt sera un groupe aux multiples influences, parmi lesquelles le grunge, le ska, le reggae, le dancehall, le rock alternatif et la new wave. Ils seront les premiers à faire entrer le ska dans la musique mainstream. Si les 2 premiers albums de No Doubt n'ont pas connu de grand succès auprès du grand public, c'est parce qu'à cette époque, la mode était encore au grunge. Leur musique ska-punk ensoleillée, festive et colorée était alors en totale opposition avec le son lourd, sale et en colère du grunge. Par la suite, ils vont proposer des chansons dans des styles tout à fait différents, tels que le révolté Just a Girl, combinant la new wave à une énergie rock très marquée, et le mélancolique Don't Speak, ballade aux accents bossa nova sur le thème de la rupture amoureuse. Néanmoins, l'album Tragic Kingdom comporte aussi des influences ska. Par exemple, l'un de ses titres Spiderwebs est une parfaite fusion entre le ska et le punk. D'une manière générale, on considère que c'est cet album qui a relancé la 3e vague de ska dans les années 90, le two-tone étant la 2e vague. À partir de là, le ska punk va conquérir un public mainstream en allégeant le punk pour lui donner une couleur plus pop. C'est ce que l'on va appeler le courant de la pop punk. Parmi ces groupes, on retrouve The Offspring, The Suicide Machines et Voodoo Glow Skulls. En dehors de ces groupes, il y a aussi un groupe tel que Real Big Fish, qui à l'instar des Voodoo Glow Skulls, vont remettre au goût du jour les cuivres pour donner un caractère festif et amusant à leur musique. Les textes de Real Big Fish sont sans réelle prétention, on est dans du pur divertissement. Quant à The Offspring, ils mettent des riffs nerveux, rapides, hyper efficaces, propres au punk, à des influences reggae, ska et pop. Ce qui va différencier la pop punk du punk, c'est son caractère mélodieux. En effet, ce genre musical se caractérise par des mélodies entraînantes et facilement mémorisables, alors que le chant dans le punk avait tendance à être monocorde. Et puis le punk va perdre de son côté provocateur. Les puristes du punk considéraient alors que The Offspring, c'était pas du vrai punk, que c'était un groupe de vendus, même s'ils déploient une énergie considérable lors de leurs concerts. Il faut dire que The Offspring s'adressait à un public majoritairement adolescent, ce qui le vouait d'emblée à être un pur produit de consommation éphémère. Ce qui pose problème, c'est que la pop et le punk sont antagonistes dans leurs principes. La pop est essentiellement commerciale, tandis que le punk est anti-système et anticapitaliste.
En réalité, les groupes de pop-punk n'ont pas à délaisser les propos critiques envers la société, mais abordent les sujets de manière plus légère. Par ailleurs, certains prétendaient que Red Big Fish et Rancid n'étaient pas vraiment des groupes de ska, contrairement à The Specials. Ils considéraient que la pop-punk, c'était juste une version enfantine et cartoonesque du vrai ska, qu'elle a dénaturé ce genre musical à son propre profit. Par la suite, le ska punk va être détrôné par l'arrivée du nu metal. L'album Life Won't Wait du groupe Rancid, mêlant des influences jazz, reggae, ska et punk, ne va pas connaître le succès escompté. Il est désormais passé de mode. Dans les albums suivants, le groupe va définitivement abandonner le reggae pour revenir à un punk plus hardcore. Dans les années 2000, il existe tout de même un groupe de nu metal, les Skinhead, qui vont ajouter des influences reggae à leur style hybride fait de punk rock, d'heavy metal, d'électronica et de hip-hop. En fait, c'est plus au niveau du phrasé que des rythmiques que ces influences existent. Ce groupe, s'inscrivant dans la lignée des Bad Brains, qualifie sa musique de raga metal ou de nu reggae. En ce qui concerne la musique grand public, la chanteuse Gwen Stefani va quitter le groupe No Doubt pour se lancer dans une carrière solo à succès. Mais dorénavant, sa musique, même si on décèle encore des influences ska et reggae, va prendre une tournure différente sous l'influence du R&B et du hip-hop. En effet, les nouvelles pop stars telles que Rihanna et Fergie vont marquer l'avènement du R&B dans la sphère mainstream. Malgré cela, les artistes de rock continuent à s'inspirer du reggae encore de nos jours. En témoigne l'album 44-876 Sting en duo avec la star jamaïcaine du dancehall, Shaggy. Ou encore le titre Lightning Man du groupe The Pretenders, sorti en 2020, qui s'appuie sur une rythmique reggae. Quant à Gina Birch, la fondatrice du groupe The Raincoats, elle a sorti un album solo intitulé I Play My Bass Loud, aux influences post-punk, grunge et reggae. Des titres de l'album tels que Pussy Riot et Digging Down comportent de forts accents dub. Sans oublier le groupe 21 Pilots, s'adressant cette fois-ci à des générations plus jeunes, et qui ont cartonné avec leur tube Ride, comprenant un gros melting pot d'influences telles que le reggae, le rock, le hip-hop et l'électro. Comme je l'ai déjà évoqué dans ma précédente vidéo sur le rap, les artistes deviennent de plus en plus versatiles de nos jours et s'essaient à différents genres de musique. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode consacré aux hybridations entre les genres musicaux. Comme toujours, j'espère que cela t'a plu. Je t'invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et puis abonne-toi à ma chaîne et active la cloche si tu ne veux pas manquer la suite. Car la prochaine fois, je vais davantage me focaliser sur les musiques afro-américaines. En attendant, je te fais de gros bisous, à bientôt!